podcast Studio Dilettante. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin. La République, c'est moi. Et je ne me laisserai jamais entraîner par un opportuniste dans cette voie-là. Allez, rangez vos mines boudeuses, rangez vos discours de rageux. Restons polis, le podcast qui explique calmement la politique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui vous explique sans bullshit la politique. Comme chaque semaine, on va vous parler des sujets de fond et pas des petites lois qu'on aura oubliées demain. Comme tous les lundis, je suis en compagnie de mon camarade Nemo. Salut Nemo. Salut Adrien, c'est pas la déconnade, hein. Sans déconnade, restons polis. Ah bah oui, restons polis aujourd'hui, sérieux. C'est pas la bamboche. Hein, Ah non, c'est pas la bamboche, c'est le moins qu'on puisse dire. Puisque justement, de quoi on va parler aujourd'hui, Nemo ? Eh bien, on va parler du Conseil constitutionnel, une institution dont on entend pas mal parler au fur et à mesure de l'actualité, lorsqu'il doit prendre des décisions importantes ou lorsqu'il est attendu. Mais un petit extrait des débats parlementaires, des questions au gouvernement d'il n'y a pas si longtemps, consacré notamment à l'article 24 sur la loi sur la sécurité globale qui a beaucoup fait parler d'elle il y a quelques semaines, et cette loi qui continue de faire parler d'elle, et justement annonce de Jean Castex, Premier ministre, au sujet de cet article très controversé. Pour que ne subsiste aucun doute sur notre ferme intention d'assurer l'indispensable protection de nos forces de sécurité dans l'entier respect de nos libertés démocratiques et de l'état de droit, je vous annonce que je saisirai moi-même le Conseil constitutionnel sur l'article 24 au terme du processus législatif. Je vous remercie. Et on vient d'entendre donc Jean Castex à propos de la loi sur la sécurité globale, et il va faire appel au Conseil constitutionnel. Quelque chose qui revient de manière un peu cyclique quand on s'intéresse à la politique et un peu à la fabrique de la loi. Mais alors du coup, Nemo, qu'est-ce que le Conseil constitutionnel ? Eh ben, c'est beaucoup de choses. C'est souvent vu comme... alors, un de ces petits noms, c'est le Conseil des sages. On appelle les membres du Conseil constitutionnel les sages, parce que c'est un peu le dernier recours, en réalité. C'est-à-dire, techniquement, le Conseil constitutionnel, à la base, a été prévu pour vérifier que les lois votées par le Parlement sont bien conformes à la Constitution de la Ve République. À la base, c'est pensé comme un organe de contrôle du Parlement. On le sait, la Ve République a été beaucoup construite en opposition à la 4e République, qui était une république très parlementaire. Et là, dans la 5e, on s'est dit, on va mettre une petite contrainte pour empêcher que les parlementaires dépassent la Constitution. Ce qui était un conflit de légitimité, c'est est-ce que le Parlement issu du vote des électeurs est légitime à modifier la Constitution ou la légitimité de la Constitution. Bref. Au fur et à mesure du temps, le Conseil constitutionnel est devenu une sorte, je mets vraiment des gros guillemets, de Cour suprême à la française, c'est-à-dire que c'est un peu lui qui a le dernier mot au sujet des lois qui ont été votées et du contrôle de l'action du Parlement et de ce qui a été voté. Grosso modo, c'est ça. C'est 9 membres qui examinent des propositions, des projets de loi ou des lois déjà votées depuis peu et elles ont toujours été déjà votées par le Parlement, mais maintenant il peut examiner des lois qui ont déjà été votées, promulguées et appliquées. C'est une petite nuance. Enfin bref, c'est un arbitre final en ce qui concerne. C'est un peu le big boss, au-delà même des présidents de la République ou du gouvernement. C'est vraiment la plus haute, j'allais dire autorité, mais c'est plus administration, conseil. C'est bizarre de définir le Conseil constitutionnel, mais... Ouais, en fait, le Conseil constitutionnel, il est limité, c'est-à-dire il ne peut vérifier que la constitutionnalité d'une loi. C'est-à-dire il ne juge pas, en théorie, si la loi est bonne ou pas. Il dit cette loi est conforme à la Constitution ou elle n'est pas conforme à la Constitution. Alors, chaque pays a plus ou moins un mécanisme comme ça de contrôle, mais généralement, c'est une cour de justice. Par exemple, en Allemagne, c'est la cour constitutionnelle de Karlsruhe, je crois. Mais en France, c'est un conseil, c'est-à-dire c'est pas un procès. On fait pas un procès quand on va devant le Conseil constitutionnel, on lui remet une question et il répond à la question, et lorsque la réponse est faite, elle n'est susceptible d'aucun appel, d'aucune contestation. On ne sait même pas quelle était
quelle a été la tenue des débats, si les votes ont été serrés, qui a voté quoi. C'est un conseil, comme le Conseil d'État, c'est un conseil et qui rend des décisions, sauf que là, les décisions qu'il rend, non seulement c'est les décisions finales, et en plus elles peuvent tout simplement mettre par terre une loi juste par sa décision. Ouais, mettre par terre une loi, ça s'est déjà vu, hein. On a eu au fil des années pas mal de lois comme ça qui ont été censurées. Alors, hein, c'est en le terme. général, censuré. Et en général, ce que fait le Conseil constitutionnel, c'est qu'il examine article par article et il dit tel bout de tel article n'était pas constitutionnel, tel article n'est pas constitutionnel. Je crois de mémoire que c'est assez rare qu'ils prennent toute une loi et disent non, ça c'est pas possible, on met ça à la poubelle. En général, bon, ils agissent en juriste quand même. Hein, Je suis effectivement, je vous mettrai en lien le bilan statistique qui est plutôt bien fait sur leur site de leurs décisions depuis 2010. Et oui, c'est très très rare que toute une loi soit retoquée. On est plus sur des non-conformités partielles, des réserves, ce genre de choses. À noter qu'ils vérifient aussi la conformité du déroulement des élections. C'est eux qui doivent, lorsqu'il y a contestation électorale au niveau des législatives ou même de la présidentielle, c'est eux qui valident les comptes de campagne, c'est eux, voilà, ouais, tu l'as dit, c'est un peu le boss final à pas mal de domaines. Voilà, c'est une cour qui a... Enfin, pas une cour, justement, c'est un conseil qui a énormément d'importance. Mais comme c'est pas une cour, justement, ça va avec son lot de trucs un peu flous, on va dire, ou en tout cas très critiquables pour ce qui est du respect du contradictoire. Alors, résumons un peu. Le Conseil constitutionnel, donc, c'est cette haute autorité, même la plus haute de la Ve République, qui vient donc vérifier la constitutionnalité des lois et parfois aussi des décisions de justice, faut aussi le préciser, on aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Elle vérifie donc la régularité des élections, comme tu viens de le dire, et aussi des référendums, important. Elle vérifie notamment si les propositions de référendum sont constitutionnelles. Donc par exemple, si vous arrivez par je ne sais quel moyen à lancer un référendum sur la peine de mort, eh bien c'est raté parce que vous ne pourrez pas, c'est dans la Constitution. On va regarder un petit peu sa composition parce que c'est assez intéressant. Donc tu l'as dit, il y a 9 membres qui sont nommés par tiers par le président de la République et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Alors, le contrôle de la conformité des lois peut être obligatoire pour les lois, le règlement de l'Assemblée nationale et du Sénat. Pour les propositions de loi soumises au référendum, certaines lois dites organiques, et elle est plus facultative, elle est même totalement facultative pour les engagements internationaux, typiquement quand on fait un traité européen, ce genre de choses, les lois dites ordinaires, et ça je ne savais pas, les lois du pays de Nouvelle-Calédonie, parce qu'effectivement c'est un peu compliqué sur des zones comme ça. Ah oui. C'est le moins qu'on puisse dire. La Nouvelle-Calédonie, c'est très intéressant parce qu'elle a fait l'objet de nombreux recours au Conseil constitutionnel et ça a été vraiment un des tests, en tout cas, En fait, généralement, le truc, c'est que le Conseil constitutionnel a beaucoup évolué au fur et à mesure des années et a donc étendu le pouvoir de ses décisions et a même eu beaucoup de réflexions sur la façon dont il pouvait prendre des décisions. Et là, on rentre dans le juridique, mais voilà, la situation en Nouvelle-Calédonie a beaucoup donné de rôle au Conseil constitutionnel, ce qui est un peu aussi censé être son rôle, c'est qu'en cas de crise, c'est censé être la référence, en tout cas le contre-pouvoir à simplement le pouvoir brut de l'exécutif, quoi. Je voulais revenir avec toi aussi sur la loi constitutionnelle de 2008 qui a changé un peu de choses, mine de rien, quand on regarde, puisque c'est cette loi constitutionnelle qui a mis l'impossibilité de plus de 2 mandats pour la présidence de la République, qui a inscrit le référendum d'initiative partagée, vous savez, cette chose qui a été un peu remis en cause lors des contestations des Gilets jaunes. Elle a mis aussi en place la question prioritaire de constitutionnalité, vous savez, ces espèces comment dire ? Pour simplifier, la QPC, c'est quand vous êtes, vous êtes accusé de quelque chose, vous avez le droit de contester la constitutionnalité de la loi qu'on veut vous appliquer. Alors il y a des étapes, vous devez justifier ça devant le Conseil d'État, je crois, devant une cour, bref, il y a plusieurs étapes avant que ça arrive devant le Conseil constitutionnel, mais le fait de pouvoir, par une procédure, accéder en tant que simple justiciable, simple citoyen devant le Conseil constitutionnel pour dire « Regardez, ce par quoi on essaie de me juger n'est pas constitutionnel », ça a été la vraie nouveauté de la réforme de 2008.
Là où, par exemple, Giscard, lui, avait rajouté en 74, je crois, que 60 parlementaires, 60 sénateurs, 60 députés, eux, pouvaient également déférer une loi justement votée devant le Conseil constitutionnel. Là où avant, c'était un privilège du Premier ministre, je crois. Possible. Là, j'ai pas le détail. Dans les QPC notables, il y a quand même, là récemment, les lois sur l'état d'urgence, où le législateur a été obligé par le Conseil constitutionnel de préciser certaines décisions. Là, récemment, dans les règles sanitaires, il y avait eu ce petit flou de 24 heures, je crois, sur la constitutionnalité de certaines restrictions dans le cadre des protections sanitaires, dirons-nous. Moi, je trouve que c'est aussi une QPC qui est hyper intéressante. C'était le cas de Cédric Héroux. Vous savez, ce Français qui a recueilli donc, des migrants, je ne sais plus quelle frontière d'ailleurs, et qui donc a été poursuivi pour un peu avoir recueilli des migrants de façon illégale, d'après certains. Le Conseil constitutionnel a rappelé la notion de fraternité à la France et du coup, effectivement, le droit d'accueillir des personnes dans le besoin. Donc c'est assez intéressant de voir que c'est un peu, comme je disais, le big boss, le dernier rempart face à des lois qui peuvent être injustes. Et à noter, Nemo, avant qu'on oublie, il y a aussi un petit système un peu particulier pour faire appel au Conseil constitutionnel. Il s'agit de ce que certains, ce que j'ai pu lire à droite et à gauche, appellent des portes étroites. Qu'est-ce que c'est? Oui, alors ça donne cette notion de genre on ouvre légèrement la porte et on glisse un document pour le passer au Conseil constitutionnel. Eh bien c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une porte vraiment, mais que normalement le secret est un des éléments du Conseil constitutionnel. Les décisions sont secrètes, les votes sont secrets, mais le Conseil autorise à ce qu'on lui remette des rapports, des avis, des documents pour aiguiller sa décision, et ça peut venir de lobbies, tout simplement, du secteur privé, ça peut venir d'associations, de regroupements, etc. Et donc c'est le système des portes étroites, et tout ce secret, tous ces passages de documents et d'avis est quand même fortement contesté. Voilà, pour vous donner une illustration, alors après quoi, peu importe notre avis, c'est actuellement, il y a une réflexion autour de la constitutionnalité de la loi de programmation de la recherche, qui est justement issue en fait de ce système de porte étroite, puisqu'en fait on a donc un regroupement de juristes et d'universitaires du droit qui ont émis un ensemble de documents, de commentaires de plusieurs dizaines de pages apparemment, pour voir la constitutionnalité de cette loi qui fait beaucoup de débats dans le milieu universitaire. Il y avait un autre point des mots que tu voulais aborder, c'était sur la nomination des membres. Oui, c'est juste très simple pour faire un point technique sur la nomination des membres. Il ne faut pas imaginer que quand un président arrive, il nomme les membres du Conseil constitutionnel. C'est de manière très simple. Les mandats des membres du Conseil constitutionnel sont de 9 ans, non renouvelables. On peut le faire qu'une fois. Et donc, tous les 3 ans, le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers. C'est-à-dire que le président de la République nomme un membre, le président du Sénat nomme un membre et le président de l'Assemblée nationale nomme un membre. Voilà, c'est comme ça que ça tourne. Et au final, c'est un système qui permet d'éviter tout simplement le cumul et que ce soit toujours la même majorité ou les mêmes pouvoirs en place qui nomment un grand nombre de membres au Conseil constitutionnel. Ça permet de tourner, quoi. Et ça permet aussi d'éviter des systèmes de blocage, comme on peut l'observer parfois aux États-Unis à la Cour suprême, où les membres sont à vie, et du coup, s'il y en a un qui a, disons, des opinions très tranchées ou radicales, ça peut bloquer les choses. Voilà, et c'est surtout que c'est eux qui décident quand est-ce qu'ils démissionnent, donc ça devient un jeu purement politique, ce que le système français empêche de par son côté très strict, encore une fois. Après, le problème du Conseil constitutionnel, comme tu as dit, c'est comme il a beaucoup de pouvoir, qu'est-ce qu'il y a en face? Parce que certes, c'est un contre-pouvoir, mais quel est le contre-pouvoir du contre-pouvoir? Alors, il y a déjà un problème, c'est que, comme on l'a dit plus tout à l'heure, les membres sont nommés. Alors, c'est pas tout à fait exact, parce qu'en réalité, les commissions parlementaires, je crois que c'est la commission des lois, l'Assemblée, etc., peuvent s'y opposer par un vote des 3/5. Bref, en gros, si demain le président de l'Assemblée nationale décidait de nommer Pinocchio, normalement les parlementaires pourraient s'y opposer. Ça, c'est la première chose, mais c'est quand même une limite extrêmement faible, là où dans beaucoup de pays, c'est l'inverse. Il faut une majorité pour le candidat et non pas contre. Donc déjà, voilà, il y a un contrôle qui est quand même assez faible, et le contrôle est d'autant plus faible qu'il n'y a aucune qualification qui est demandée pour siéger au Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que si demain, le président de la République veut nommer... je sais pas, un étudiant en médecine, par exemple, qui a 21 ans,
Je crois qu'il n'y a rien qui l'empêche. Du coup, après, se pose la question des services juridiques du Conseil constitutionnel. Parce que bien entendu, le Conseil constitutionnel, c'est les 9 membres, mais c'est pas que ces 9 membres. Il y a un service juridique, il y a des rapporteurs qui sont chargés de préparer les décisions. Du coup, quel est le pouvoir exact de ces gens dans cette institution si puissante, alors que ces gens-là sont eux aussi des non-élus? Ça, quand même, ça pose question. Et en quelque sorte, ce Conseil constitutionnel à la française, c'est une sorte de contre-modèle à la Cour suprême américaine, qui elle, où alors là, les juges sont validés par le Sénat, sont certes nommés par le président, mais sont validés par le Sénat. Toutes les décisions sont connues pour chaque juge, les opinions dissidentes sont publiques, et voilà, on est vraiment dans deux modèles. Je ne vais pas dire qu'il y en a un qui marche mieux que l'autre, hein, pour le coup, mais c'est deux modèles complètement différents. Effectivement, on retrouve cette différence assez notable entre système, disons, plutôt latin et le système plutôt à l'américaine et anglo-saxon de la transparence totale, là où peut-être, en tout cas dans la Ve République, il y a cette notion d'unité, de voilà, qu'un seul corps doit faire bloc dans une décision. Et du coup, ça pousse très loin parce que récemment, je crois que c'est cette année, on a appris, ça a surpris personne, que les comptes de campagne de Jacques Chirac en 95 ont été validés, alors que tout le monde savait qu'il y avait des irrégularités, et le Conseil constitutionnel l'a validé, alors qu'il y a eu de nombreux débats en son sein, mais comme on n'a pas le détail et comme on n'a pas les votes, on ne sait pas ce qui s'est dit et ce qui s'est fait, et du coup, il a été décidé que le Conseil constitutionnel, je pense, au nom de la continuité de l'État, a fermé les yeux sur les comptes de campagne de Jacques Chirac. Donc, le Conseil constitutionnel, voilà, c'est une institution qui a également sa part de dossiers très très contestable. Et c'est, alors là, pour le coup, c'est dommage que toi et moi ne soyons pas juristes et pas constitutionnalistes, parce que effectivement, quel est le recours face à ce Conseil? Je serais bien, voilà. Il n'y en a juste pas. Il y a d'ailleurs le symbole de tout ça, c'est que généralement, le Conseil constitutionnel, et pour le coup c'est son rôle, il juge les lois par rapport à la Constitution française, là où les hautes instances juridiques, de justice, en France, peuvent également se référer aux lois européennes, puisque techniquement, elles sont au-dessus de nos lois nationales, puisque ça s'applique à tout le monde. Voilà, alors que, par exemple, le Conseil constitutionnel, lui, vraiment se concentre sur la Constitution, mais ça aboutit également à des paradoxes, puisqu'il a le droit de juger des lois qui transcrivent dans la législation nationale des législations, enfin des textes européens. Donc, voilà, tout ça s'en mêle un peu, et la clarté, c'est pas ce qui caractérise le plus le Conseil constitutionnel, même si ça reste de fait un contre-pouvoir. Et là, on le voit parce que Nicolas Sarkozy avait déjà tenté de réfléchir à un contournement du Conseil constitutionnel lorsqu'il s'était fait retoquer sur des lois sur la sécurité, si je dis pas de bêtises. Oui, souvent, très souvent. Et c'est en début de mandat. Et là, ça arrive en ce moment à la majorité LREM, qui se pose la question du Conseil constitutionnel parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils se sont fait renvoyer des lois il n'y a pas si longtemps, et que ça titille, ça agace, et ça frustre le parlementaire et l'exécutif. Mais pour le moment, toute réforme du Conseil constitutionnel, il n'y en a pas vraiment de prévu à l'horizon, quoi. Et c'est super dur de réformer la Constitution et donc le Conseil constitutionnel, puisqu'en fait, il faut réunir le Congrès, qui réunit donc Assemblée nationale et Sénat. Et pour tous les mettre d'accord, c'est un sacré challenge, c'est le moins qu'on puisse dire. Je pense à ça, puisqu'on a cité les 9 membres nommés, mais on a aussi oublié de préciser que les anciens présidents sont membres de droit et à vie de ce Conseil constitutionnel. Alors de fait, les derniers présidents en vie, j'ai envie de dire, étaient assez peu présents, hein. Sarkozy a fait 1 an, et du fait de ses ennuis judiciaires, c'est mis de côté. Jacques Chirac, lui, sur sa fin de vie, du fait de son état de santé, s'était aussi écarté du Conseil constitutionnel. François Hollande, puisque lui était contre ce droit d'être membre à vie, lui n'a jamais siégé au Conseil constitutionnel. Donc je suis bien curieux de savoir qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir. Alors Macron a annoncé qu'il ne siégerait pas. Il siégera pas ? Ah d'accord, j'ignorais. Voilà. Après, c'est un droit que c'est quasiment un point d'accord entre beaucoup de gens, en tout cas sur la scène politique, que en fait à la base ce droit avait été fait pour que les anciens présidents de la 4ème République aient un endroit où aller. C'est ça, c'était un recyclage. Qu'ils ne soient pas oubliés. Voilà, qu'ils ne soient pas oubliés. Et le truc, c'est que c'est devenu désuet et obsolète avec le temps, sauf que modifier ça suppose une réforme constitutionnelle, et une réforme constitutionnelle, ça suppose un accord au niveau de l'Assemblée nationale, du Sénat, réunir le Congrès. Et jusqu'à présent, Emmanuel Macron et
François Hollande se sont cassés les dents sur leur volonté de réformer la Constitution. C'est pas simple, et quelque part, heureusement que c'est pas si simple de modifier la Constitution. Qu'est-ce qu'on peut rajouter là, puisqu'on arrive doucement vers la fin du podcast sur la Constitution ? Un espèce d'avertissement, parce que je sais qu'il y a de nombreux combats politiques qui arrivent, comme il y en a eu dans le passé. Il ne faut jamais attendre plus du Conseil constitutionnel que ce qu'il est en réalité, c'est-à-dire quelqu'un qui vérifie la conformité des lois par rapport à la Constitution. Il ne faut jamais oublier que, certes, ils ont été nommés politiquement, et donc en fait, c'est des gens qui ont une culture politique, mais attendre une révolution du Conseil constitutionnel... Je nuancerai juste ton propos sur la part de politique du Conseil constitutionnel. Alors certes, on retrouve des figures politiques comme actuellement Laurent Fabius, qui préside le Conseil constitutionnel, ou Alain Juppé, donc qui sont respectivement du PS et donc des Républicains. Mais à côté, les autres membres qu'on peut y voir sont plutôt des juristes, des gens vraiment qui sont de la commission des lois. Certes, mais... je pense par exemple à Corinne Lukens, ce genre de choses. Mais c'est plus le membre du Conseil constitutionnel en lui-même que les personnes qui y siègent actuellement. Le membre a été nommé par le politique, les procédures ne sont pas des procédures judiciaires, il y a un flou, voilà. Je dis pas que ce Conseil fait mal son travail, je dis juste que l'empreinte politique est réelle et factuelle, c'est de là dont il est issu et c'est de là qu'il est nommé. Disons que... on ne peut pas les accuser de politique politicienne. Déjà, vu leur âge, parce que globalement, c'est pas des gens de première jeunesse. De toute façon, légalement, ils n'ont pas le droit d'avoir un mandat politique et d'être membre du Conseil constitutionnel. Donc là-dessus, non, moi, c'est juste l'empreinte. C'est juste d'où ils partent et l'histoire de ce Conseil constitutionnel également. C'est pas... voilà, ce sera pas lui qui mènera une révolution contre un système dans lequel il est lui-même présent. C'est pas son rôle, c'est pas son rôle, effectivement. C'est un rôle d'interprétation avec tout ce que ça de plus ingrat aussi dans son action. Eh ben merci beaucoup Nemo. Merci Adrien. On te retrouve dans Canapé Game les Pyrénées, à gauche toute avec moi, Swing State. Revenir. Ouais, qui revient le 17 décembre. Et bah du coup, on écoutera ça avec beaucoup d'attention. Merci à YouPod qui nous permet de mettre ces podcasts sur YouTube. Merci à PodCloud qui nous permet d'avoir un flux RSS. Merci à SuzyQ qui nous fait les génériques et qui sont trop bien. Et on a une annonce. Et on a une annonce, tu as tout à fait raison. Puisqu'on parle de Conseil constitutionnel pour les fêtes de fin d'année, parce qu'on est des sacrés barbochards, en fait, Nemo et moi. Ah ouais, c'est ça, voilà. C'est la grosse stuff. On va lire ensemble des bouts de la Constitution pour essayer de la comprendre et de revenir un peu à la base de ce que c'est la politique. Est-ce que vous saviez que Restons Polis a été nommé le podcast le plus fun selon les nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel? Au moins, je pense que Laurent Fabius et Juppé se tapent des barres. Mais notre épisode sur les sénatoriales a beaucoup joué, je pense. Ah, forcément, quel succès cet épisode. Bref, comme disait Anthony de Mello, on voit les gens et les choses non pas forcément comme elles sont, mais comme nous sommes. Donc peut-être que ça peut être l'occasion de regarder la Constitution autrement. On se retrouve la semaine prochaine pour le début de cette série de Noël. Voilà, l'esprit de Noël dans la Constitution va rayonner et ça, ce sera bon. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Pour soutenir ce podcast et l'association qui le porte, rendez-vous sur tipeee.com/studio-dilettante.